La lumière vive du soleil traversait les vitraux et baignait le trône opulent. Le roi regarda pensivement les deux hommes qui se tenèrent devant lui. Le comte Salar-Shéter était blond et souriant. Mais le prince de l'Empire Tricas Rutzbayant, au contraire, était brun et sombre. Le comte assura avec ferveur au roi qu'il aimait la princesse Inaël depuis longtemps, et qu'il était impatient de l'épouser le plus tôt possible. Le prince savait qu'il n'avait qu'à choisir une des 5 princesses. Cependant, il préférait Inaël aux autres. La jeune fille était incontestablement belle. Quiconque l'avait vue une seule fois ne pouvait oublier une telle beauté. Néanmoins, les courtisans racontèrent à cœur joie l'étrange incident qui s'était produit. Jamais auparavant 2 hommes n'avaient simultanément revendiqué la main de la princesse. Il était connu de tous que le comte aux cheveux blonds était depuis longtemps amoureux de la belle Inaël. Il était célèbre pour son romantisme. Il fallait cependant rappeler que le royaume avait été vaincu par l'Empire Tricas. Le roi avait promis d'épouser l'une des princesses au prince Tricas. Alors tout le monde se demandait qui Sa Majesté allait finalement autoriser à devenir l'époux de la princesse Inaël. Les avis étaient partagés. Cependant, personne n'aurait pu imaginer que la réponse à cette question n'était connue que d'une seule personne, Inaël elle-même. Après tout, elle avait déjà vu tout ce qui se passait maintenant. Dans une vie antérieure, à un moment donné de sa vie, elle s'était déjà mariée et portait dans son cœur un enfant tant attendu. La grossesse fut difficile. La santé de la princesse inquiétait grandement sa fidèle dame d'honneur, Théa. La jeune fille était sincèrement inquiète pour sa maîtresse. Elle s'efforçait de toutes ses forces de calmer sa confidente. Mais Théa avait raison. Voyager à une époque aussi avancée était très dangereux pour la fragile Inaël. Mais la princesse elle-même choisit de partir. Depuis quelque temps, vivre sous le même toit que son mari lui était devenu insupportable. Et ses nombreux passe-temps en étaient la cause. Théa était outrée que sa maîtresse soit obligée d'assister aux infidélités de son mari. Et il s'amusait ouvertement avec ses maîtresses, dans la maison. Mais Inaël accepta tout cela avec beaucoup de fermeté. Seule l'attente d'un enfant la consolait. La jeune femme était complètement absorbée par sa maternité. Elle attendait avec impatience de rencontrer son bébé. Et elle était heureuse que le ciel lui offre un cadeau aussi précieux. Tout le sens de la vie résidait dans cet enfant. En écoutant les mouvements du bébé, la princesse ne remarqua pas immédiatement que quelque chose avait changé. Pendant ce temps, le carrosse était déjà en place. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement et le visage d'un des huissiers apparut dans l'embrasure. Il ordonna aux femmes de descendre de la voiture. Théa était indignée. Elle commença à demander pourquoi ils devaient descendre au milieu de la route, dans la neige. L'officier répondit sèchement que la voiture était en panne. Il tendit même la main à Inaël pour l'aider à sortir de la voiture. Théa suivit rapidement sa maîtresse. Elle se lança à la poursuite de la princesse, mais fut arrêtée par un officier. L'homme exigea sévèrement que la dame d'honneur reste où elle était. Cela alarma la princesse. Inaël demanda avec effroi pourquoi Théa devait rester près du carrosse. Mais le second officier se leva aussitôt. Ils saisirent tous deux la princesse par les bras et la tirèrent sur le côté. Inaël se débattit désespérément. La femme rappela aux courtisans qu'elle portait l'enfant de leur maître. Mais aussitôt, elle entendit une autre voix. Et elle fut prise d'une peur bleue. Levant les yeux, la princesse aperçut son mari devant elle. Il dit qu'il se souvenait de tout, et qu'il ne voulait pas que cela aille si loin. La jeune fille n'en croyait pas ses yeux. Elle considérait son mari comme un débauché et un coureur de jupons. Mais elle ne pouvait le soupçonner de cruauté. Inaël lui demanda d'une voix tremblante pourquoi il se tenait devant elle. La princesse semblait refuser de se croire. L'homme s'était déjà approché d'elle et l'avait saisie par les épaules. Mais il n'y avait aucune trace de chaleur ni d'amour dans son contact. Regardant la princesse droit dans les yeux, le mari lui annonça une chose terrible. Sa maîtresse, Isabelle, voulait devenir son épouse officielle. Alors, dit-il, l'homme n'avait pas le choix. Il a dû prendre une décision difficile et terrible. Tandis qu'elle parlait, son mari poussa lentement Inaël, stupéfaite, vers l'avant. Sans s'en apercevoir, elle se retrouva soudain au bord de la falaise enneigée. Alors la princesse se précipita en avant et hurla. Elle demanda ce que son traître de mari avait prévu, et lui rappela une fois de plus qu'elle portait son enfant. Alors le traître dit avec colère qu'elle devait disparaître avec son enfant. C'était nécessaire pour son avenir. Après avoir prononcé ces mots terribles, l'homme la poussa soudain de toutes ses forces dans la poitrine. La princesse, debout au bord du gouffre, ne put la retenir. La fille sentit un vide derrière elle et un souffle de vent froid. Inaël poussa un cri terrible. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur, et le cri s'éteignit soudain dans sa poitrine. Comme au ralenti, elle commença à sombrer dans l'abîme qui l'attendait. La dernière chose que la princesse Inaël vit fut le visage de son mari.
Il était figé dans un sourire satisfait et victorieux. La fille prit une grande inspiration et hurla. Elle sauta aussitôt sur le lit, serrant son t-shirt dans ses mains. Respirant lourdement, Inaël appela son enfant, ses yeux pleins de larmes coulant sur ses joues. La fille palpa son ventre plat, sans comprendre. Puis elle entendit quelqu'un lui demander quel genre de cauchemar elle avait fait. La princesse leva les yeux et vit Théa tenant un plateau avec une tasse et une cafetière. Elle annonçait joyeusement l'arrivée prochaine de la délégation de Tricas. La jeune fille ajouta que le palais était extrêmement excité par la réception imminente des invités. C'est pourquoi la princesse a probablement fait un cauchemar. Inaël demanda perplexe pourquoi le prince Bayanta avait décidé de rendre à nouveau visite au roi. Cela surprit Théa. Elle pensait que c'était la première fois que le prince lui rendait visite. La demoiselle d'honneur rappela à la princesse que Sa Majesté, en signe de repentir, avait promis au prince une de ses filles comme épouse. Et il était venu chercher la marier. Inaël était perplexe. Tout cela lui était déjà arrivé. Mais c'était il y a 2 ans. La princesse réalisa avec stupéfaction qu'elle semblait être revenue dans le passé, au moment même où son destin se jouait. À ce moment précis, un cortège solennel franchissait les portes du château. À sa tête, monté sur un cheval noir, se trouvait un homme de grande taille vêtu d'un manteau noir. Les courtisans qui observèrent le cortège murmuraient avec intérêt. Tous étaient curieux de voir le prince de l'Empire Tricas, Rutsbianta. Beaucoup savaient qu'on l'appelait le démon de la guerre, devenu fou à la vue du sang. Et voilà que les courtisans se figèrent sous le regard féroce du prince. Tout le monde dans le royaume le considérait comme le responsable de la défaite de la guerre et de la dette qui en résultait envers l'Empire. Le prince avait désormais le droit de choisir l'une des 5 princesses Salar comme épouse. Elle était déjà considérée comme l'épouse de l'empereur, bien que le prince ne fût pas le premier héritier. En regardant le prince depuis le balcon, Inaël se rappela comment, 2 ans auparavant, tout le monde sympathisait avec l'élu du prince. Après tout, on pensait qu'il n'atteindrait jamais le pouvoir. Mais elle savait désormais que le premier prince héritier allait bientôt mourir de maladie. Et dans la lutte pour le trône, ce serait Rutsbianta qui l'emporterait. Le prince sombre et insociable contournera tous ses rivaux et deviendra l'empereur de Trika. Il montera sur le trône, et son impératrice sera à ses côtés, la princesse qu'il choisira aujourd'hui. Et un destin terrible l'attend, et une fin sans gloire dans l'abîme enneigé. Après tout, son mari sera le joyeux et amical comte Sheter, et c'est lui qui la précipitera traîtreusement du haut de la falaise. En se souvenant de cela, Inaël serra les poings, s'étouffant de colère impuissante envers l'homme qui avait piétiné son amour. Le traître avait juré son amour à la princesse, mais il trahit sa femme aussitôt, dès qu'elle tomba enceinte. Inaël se souvenait de ses sentiments, toute la douleur que son mari lui avait causée en l'échangeant contre une autre. Et pourtant, la jeune fille s'est résignée à perdre l'amour de son mari. Elle ne voulait que protéger son enfant à naître. Prenant une profonde inspiration, la princesse se tourna résolument. Elle demanda à Théa de préparer toutes les robes et les bijoux. Devant la surprise de la demoiselle d'honneur, Inaël expliqua qu'elle souhaitait se préparer comme il se doit pour accueillir les invités. Après tout, elle était aussi l'une des 5 princesses. Théa demanda simplement ce qu'il était advenu de son projet de mariage avec le comte Sheter. Après tout, rien n'indiquait que le prince choisirait Inaël. De plus, la demoiselle d'honneur croyait que le roi prendrait soin de sa fille et lui permettrait d'épouser celui qu'elle aimait vraiment. La princesse comprit que le roi bénéficiait également d'une alliance avec le comte Cetera. Son sort était donc presque scellé. Pensant à sa fille et à son propre bien, le roi autorisera le comte à épouser Inaël, comme il l'avait fait 2 ans auparavant. Se tournant vers Théa, la princesse lui demanda de choisir une robe plus révélatrice et davantage de bijoux. La dame d'honneur fut stupéfaite, car cela ne lui ressemblait pas du tout. Mais Inaël savait maintenant qu'elle ne croirait pas à l'amour du comte. Elle ne se souciait pas du tout d'être aimée et heureuse en mariage. Seule la sécurité de son futur enfant lui importait. Dans cette seconde vie, elle allait changer son destin de ses propres mains et faire de son enfant le prince héritier de l'Empire Tricas. Et soudain, Inaël se souvint qu'elle était récemment venue rendre visite à sa mère. Il y avait eu une réception en l'honneur de son anniversaire. La fille s'est portée volontaire pour couper le gâteau, mais soudain elle était plongée dans ses pensées. Elle n'a même pas entendu sa mère l'appeler tout de suite. Elle dut répéter le nom de sa fille plusieurs fois. Et c'est seulement alors qu'Inaël leva les yeux vers la femme. La fille se sentait mal à l'aise. Mais sa mère la gronda avec un sourire, la grondant d'être dans les nuages. La fille regarda la jeune et belle femme et songea à son sort. Sa mère était une très belle servante. Elle devint l'une des 5 concubines. Et maintenant,
Dans ce même palais, le sort d'Inaël elle-même se jouait. On s'attendait à ce que le comte Chéter la demande bientôt en mariage. Cet homme était un époux enviable. De nombreuses femmes nobles, et même des princesses, étaient désireuses de conquérir son cœur. La mère était fière que, malgré tous les choix possibles, le comte ait choisi Inaël. Il semblait que l'origine de la jeune fille ne lui importait pas. Dans sa vie passée, la jeune fille pensait la même chose. C'est pourquoi elle fut heureuse de recevoir une demande en mariage. Mais maintenant, tout était différent. Inaël se souvenait parfaitement du bord enneigé de la falaise et de sa chute. L'homme qui devint son mari détruisit sans pitié la jeune femme, ainsi que leur enfant commun à naître. Inaël devait donc faire de son mieux et à tout prix obtenir une offre du prince Rutsbianta. Cet homme mystérieux avait la réputation d'être un tueur impitoyable, vénérant exclusivement le dieu de la guerre. Après son arrivée, il ne quitta plus jamais ses appartements. Apparemment, il n'avait aucune intention de participer à des événements sociaux autres que des réceptions officielles. C'est eux qui compliquaient la tâche d'Inaël. La jeune fille se sentit découragée. Mais soudain, elle poussa un soupir de soulagement. Elle se souvint que, autrefois, le lendemain de l'anniversaire de sa mère, quelque chose s'était produit. Il semblait impossible de l'oublier. Après tout, Rutsbianta avait tué un homme au sein même du palais. Et maintenant, la princesse se précipita à la rencontre de la prétendue victime. On parlait de volume. Cachée sous une longue cape, la jeune fille informa le commandant de la garde qu'il était suspecté. Cependant, l'homme dénonça tout cela comme un malentendu. Inaël raconta alors que la bourse du prince avait disparu. Elle portait l'image brodée d'une déesse aux yeux faits d'ammoniaire précieux. Le commandant fut interloqué. Et la jeune fille ajouta qu'elle était certaine que le portefeuille était désormais en sa possession. La princesse savait que dès le lendemain, Ruth apprendrait la disparition et commettrait un meurtre. Et elle allait utiliser cette information. Le volume était désormais à son avantage. Inaël assura donc au commandant qu'elle était venue clarifier le malentendu avec le prince. Elle promit de dire qu'elle avait trouvé la bourse par hasard dans l'aile ouest du palais, et qu'elle ne l'avait pas rendue plus tôt, simplement parce qu'elle ignorait à qui elle appartenait. La princesse tendit la main et suggéra de ne pas mentionner le commandant. La bourse lui servirait de passe pour le prince. L'homme, tremblant d'excitation, glissa la main sous le revers de son uniforme. Bégayant, il implora la clémence. Le commandant de la garde lui demanda de tout expliquer au prince et de garder le secret. Inaël répondit avec un sourire qu'il pouvait compter sur elle. Toujours tremblant et regardant autour de lui avec effroi, l'homme s'inclina avec gratitude. Sans lever la tête ni reculer, il s'éloigna rapidement. Et Inaël se tenait dans le couloir, le regardant partir. L'épais tapis étouffait le bruit de ses pas précipités. Serrant son précieux sac à main, la jeune fille ferma les yeux, soulagée. Jusque-là, tout se déroulait comme prévu. Un peu plus tard, déjà dans ses appartements, la princesse décida d'examiner le trésor de plus près. La bourse était encore plus belle que dans ses souvenirs. Fabriqué en velours écarlate, il était décoré de broderies incroyablement fines et semblait être un objet de grande valeur. Elle avait entendu dire que Rutsbianta chérissait les magnifiques pierres d'aumônerie. Le prince s'efforça de ne pas se séparer de son portefeuille. La rumeur disait que les pierres appartenaient à sa défunte mère. Avec elles en main, Inaël avait toutes les chances de rencontrer le prince. Cependant, une simple rencontre n'était clairement pas suffisante. Il fallait d'une manière ou d'une autre attirer l'attention de cette personne, l'intéresser. Occupée par ses pensées, la jeune fille n'entendit pas le léger bruissement. Puis elle se figea en voyant la lame d'une épée devant elle. Un prince furieux se tenait devant elle. L'homme lui dit froidement qu'il tuerait le voleur sur le champ dès qu'il le retrouverait. Il demanda alors pourquoi la princesse couvrirait un voleur. Inaël, effrayée, essaya de se ressaisir et répondit qu'elle était simplement très curieuse. Cette réponse ne satisfit pas le prince Bayanta. Il resta debout devant elle, levant son épée. Et c'est seulement alors que la jeune fille comprit soudain qu'il avait réussi à pénétrer dans les chambres closes. De plus, il l'avait fait en silence. Inaël bégaya en essayant de demander comment le prince avait réussi à faire cela. Mais ce faisant, la fille pressa accidentellement le sac à main contre sa poitrine. Remarquant cela, l'homme poussa soudain un cri. Son regard devint complètement fou. La princesse se figea de peur. Et lui, hurlant toujours, se précipita vers elle. Le prince tendit la main comme pour attraper son portefeuille. Ses pupilles se rétrécirent de colère. Inaël recula, effrayée. À cet instant, elle était prête à croire tout ce qu'on disait sur la soif de sang du prince. Ne se souvenant plus d'elle-même sous le choc, la jeune fille ferma les yeux, effrayée. Les doigts de l'homme avaient déjà touché sa main. Un instant plus tard,
Il la plaquait au sol et planait au-dessus d'elle. Sans ouvrir les yeux, Inaël ne pouvait que plaquer ses mains contre sa poitrine. La jeune fille tenta de toutes ses forces de repousser son agresseur. Elle finit par ouvrir les yeux, emplis d'horreur. Le prince prit sa bourse. Ses yeux semblèrent devenir écarlates, reflétant l'éclat des pierres précieuses. Soudain, le portefeuille se mit à émettre une étrange lueur violette. L'air autour de lui semblait tourbillonner. Inaël haleta doucement, stupéfait par ce spectacle extraordinaire. Une lumière vive semblait briller dans la bourse que le prince serrait maintenant avec précaution. La lueur violette était effrayante mais magnifique. Cependant, le prince serra immédiatement la bourse contre lui et soupira de soulagement. Il se détourna et baissa son épée. Il pensa qu'il avait réussi à rendre le talisman avant de tuer quelqu'un. L'homme savait que les choses pouvaient devenir très dangereuses. Et Inaël, en le regardant, réalisa qu'elle n'avait même pas remarqué qu'il avait pris l'objet. Et puis, soudain, la jeune fille fut prise de peur. Elle réalisa qu'elle pourrait être accusée de volume. La princesse tomba alors à genoux devant l'homme. Elle expliqua qu'elle n'avait pas tenté de voler le sac et qu'elle n'avait aucune intention de le cacher. Inaël jura qu'elle viendrait le lendemain matin et rendrait personnellement le bijou. Le prince lui demanda alors sévèrement pourquoi elle voulait couvrir le voleur. À cela, la jeune fille répondit qu'elle ne voulait pas de carnage inutile. Après tout, cela pourrait provoquer un nouveau conflit entre les royaumes. Pour une raison inconnue, cela amusa un peu le prince. Il remarqua même qu'un tel patriotisme était très touchant. Il a ajouté que prendre soin du pays était très louable. Il valait donc la peine d'empêcher toute tentative de prise de contrôle de l'Empire. Cela dit, l'homme se détourna et se dirigea vers la fenêtre. Il semblait ne pas être encore complètement calmé et souhaitait garder ses distances. S'asseyant sur le canapé, il regarda pensivement la princesse. Il remarqua qu'il avait personnellement abattu trop de soldats salars sur le champ de bataille. Ses narines semblaient encore s'élargir, respirant leur sang. Cet homme était sans conteste un véritable dieu de la guerre. Inaël baissa la tête en signe de soumission et lui parla. Elle dit que Salar devrait s'excuser pour son empiètement sur l'Empire. Ce carnage n'aurait jamais dû se produire. C'est pourquoi le roi promit à l'empereur Trikasa de lui offrir l'une des 5 princesses comme garant de la paix. Le prince Rutz était au courant. Il répondit que le roi avait pitié de la princesse Seyla. C'est pourquoi il lui avait offert sa fille illégitime. La rumeur disait que le roi avait 5 filles, toutes nées de concubines, et le prince supposa à juste titre que celle-ci était l'une d'elles. Inaël n'a pas nié cela et a seulement demandé si le prince avait des préférences dans le choix des femmes. L'homme semblait perplexe face à cette question. Et la princesse se souvint que, dans sa vie passée, il choisissait toujours les femmes au hasard. Selon les rumeurs, le prince Rutz Bianta ne s'intéressait guère aux femmes. Il ne désirait qu'un héritier de sa femme. La vie de son élu dans sa vie passée était ennuyeuse et monotone. Mais son enfant devint prince héritier de l'Empire Trikas. Inaël pensait à son enfant et à son avenir, et elle demanda résolument au prince de la choisir. Cette demande soudaine choqua l'homme. Il répéta sa demande comme s'il n'en croyait pas ses oreilles, et Inaël s'assit par terre à ses pieds. Et baissant humblement la tête, elle dit qu'elle voulait se tourner vers lui pour lui faire cette requête le lendemain matin. Elle promit qu'elle ferait tout ce que son Altesse lui demanderait. Il n'avait qu'à la choisir. L'homme réfléchit. Les minutes passèrent dans un silence tendu. Et soudain, un léger sourire effleura ses lèvres. Le prince a déclaré qu'au début, l'idée de le marier à la fille illégitime du roi d'un pays vaincu l'irritait. Mais soudain, la proposition a suscité l'intérêt. C'était une forme de compensation plutôt inhabituelle pour la guerre qui venait d'être déclenchée. Cela dit, l'homme prit les allumettes. Sans se presser, le prince alluma les bougies d'un grand chandelier. Le feu crépita joyeusement, dissipant l'obscurité. Éblouie par la lueur vive des bougies, Inaël leva la main. Elle se couvrit le visage, comme pour se protéger du regard scrutateur du prince. Et il leva encore plus le chandelier. Il examina attentivement la jeune fille, assise docilement à ses pieds. Finalement, l'homme prit la parole. Lentement et doucement, il dit qu'il n'avait jamais reçu de demande en mariage d'une femme auparavant. Et il ne pouvait même pas imaginer que cela arriverait. Surtout si cette femme était agenouillée devant lui en sous-vêtements. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Inaël attira l'attention sur elle. Et à sa grande honte, elle remarqua qu'elle ne portait en effet qu'une fine chemise de nuit translucide. Le prince remarqua sa peur. Mais il se contenta de dire avec indifférence qu'il n'y avait rien à cacher. Surtout qu'Inaël voulait devenir sa femme. Après un moment de silence, il lui demanda doucement si elle devait essayer de l'intéresser et de l'attirer. Le sous-entendu de cette question sembla électriser l'atmosphère de la pièce. La jeune fille ne bougea pas.
Elle était toujours assise par terre aux pieds du prince et le regardait. Inaël pensait sans cesse qu'il lui fallait changer son destin. Elle se souvenait trop bien de son issue. Elle était prête à tout pour survivre et retrouver son enfant. La princesse se releva lentement. S'approchant lentement de l'homme, elle toucha la fine bretelle de sa chemise sur son épaule. Elle devait être complètement différente maintenant. Apparemment, le prince aimait l'imprévisibilité et les coups du sort inattendus. Et maintenant, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Un instant plus tard, une chemise en batiste de la plus haute qualité tomba comme un nuage léger aux pieds de la jeune fille. Elle l'enjamba sans difficulté. Maintenant, la princesse bâtarde de Salara Inaël se tenait devant le prince Tricas complètement nu, seule la lumière des bougies jouant sur sa peau. Ruthsbianta abaissa le chandelier avec surprise. L'homme semblait muet devant ceux qu'il voyait, et la jeune fille lui demanda doucement si ceux qu'il avait vus l'avaient touché, ne serait-ce qu'un peu. Mais il n'y eut aucune réponse. Le silence régnait dans la pièce. Le prince était toujours assis, immobile, sur le canapé. Inaël se tenait devant lui, mais soudain, l'homme sourit légèrement et se couvrit les yeux de la main. Il semblait essayer de retenir un rire ou un gémissement. Cependant, il se ressaisit rapidement et attrapa le nœud de sa cape. Il se contenta de dire que la princesse avait un don indéniable pour l'intrigue. Le prince Ruth s'arracha sa cape de fourrure moelleuse de ses épaules et se leva pour rencontrer Inaël. Elle le regarda avec méfiance. Les yeux noirs du prince semblèrent la transpercer. La jeune fille ne put le supporter davantage et baissa les yeux. Soudain, elle sentit un contact chaud et soyeux sur ses épaules. Levant les yeux, Inaël vit que le prince avait jeté un manteau sur elle. Il a ensuite ajouté que c'était tout à fait fascinant. Cependant, sa mission n'était pas d'observer le corps des femmes. Après avoir exigé que la jeune fille se couvre, il posa une question. L'homme s'intéressa à la raison pour laquelle la princesse était allée si loin, et il ajouta qu'il l'avait gardée en vie par pure curiosité. Il aimerait donc maintenant connaître la réponse. Inaël se leva. Elle dit doucement qu'un homme voulait l'épouser, et il était fort probable que son père accepterait sa proposition. Se redressant fièrement, la jeune fille déclara résolument qu'elle ne voulait absolument pas de cela. À cet instant, il était clair que le sang du roi coulait réellement en elle. Cependant, le prince ne la comprenait pas vraiment. Il se contenta de demander s'il pouvait simplement refuser l'offre. Malheureusement, ce n'était pas si simple. Inaël répondit qu'elle n'avait qu'une seule solution, que le prince de Tricas la choisisse d'abord comme épouse. L'homme réfléchit en la regardant attentivement. Il remarqua que la princesse nourrissait clairement de l'animosité envers le futur époux. Se levant et s'approchant d'elle, il lui dit pensivement que le jeu était encore assez risqué. La fille resta silencieuse, attendant qu'il continue, et Ruth s'expliqua qu'elle essayait d'échapper au tigre. Mais elle risquait de tomber entre les griffes du dragon. Le cœur d'Inaël battait fort. La regardant dans les yeux, le prince lui dit qu'il était au courant des rumeurs qui circulaient à son sujet. Il leva la main et porta son doigt aux lèvres de la jeune fille. Au même moment, l'homme déclara que, de l'avis de la foule, il était né plus féroce qu'une bête, et il avait la réputation d'être fou. Après tout, dans un accès de rage, il ne reconnaissait personne, même les plus proches. On disait de lui que le prince était un tueur cruel, et que le sang lui procurait plus de plaisir que l'étreinte d'une femme. Sa main était maintenant sur la gorge d'Inaël. Le prince aurait pu lui briser le cou d'un seul mouvement. Mais rien de tout cela ne lui importait. Le regardant droit dans les yeux avec audace, la jeune fille lui demanda une seule promesse. L'homme haussa les sourcils, surpris. Il lui sembla que pour la première fois il voyait devant lui la défiance et l'absence de peur. À cet instant, le redoutable prince Tricassa parut découragé. Inaël tremblait d'excitation. Tentant de se contrôler, elle serra fermement un bras avec l'autre. Le prince attendit patiemment. Et la jeune fille dit qu'elle donnerait certainement naissance à son enfant. Après tout, le devoir d'une épouse est de donner naissance à un héritier. Mais le prince Tricasa n'était pas obligé d'aimer sa femme. Inaël ne demandait qu'une chose, que cet enfant soit sous la protection du prince, et elle promit de ne jamais rien demander d'autre. Choquée, Ruth resta silencieux. Puis la voix de Théa se fit entendre. Elle annonça derrière la porte que la fenêtre de la chambre de la princesse était ouverte. La dame d'honneur craignait que la dame ne gèle et n'attrape un rhume pendant la nuit. Elle demanda donc la permission d'entrer et de fermer la porte. Surprise, Inaël répondit rapidement que Théa n'avait pas à s'inquiéter. Et elle promit de fermer elle-même la fenêtre. Puis le prince souffla soudainement les bougies du chandelier et dit doucement à la jeune fille de venir au palais de l'Ouest le lendemain à midi. Il s'approcha d'Inaël un instant et la serra doucement dans ses bras. Étonnamment, la jeune fille ne se sentit ni menacée ni effrayée.
L'homme la regarda et ajouta doucement qu'il lui répondrait la prochaine fois qu'il se reverrait. Son regard était étonnamment chaleureux. Avant que la princesse ait eu le temps de reprendre ses esprits, il était déjà sorti sur le balcon. Un instant plus tard, l'homme appuya sa main sur le parapet et sauta facilement en bas. Au début, Inaël sourit devant tant de puérilité. Mais elle halta en se rappelant que sa chambre était au 2e étage. La jeune fille courut sur le balcon et regarda en bas, effrayée. Là, elle fut surprise de voir le prince indemne se tenant à proximité. Entendant un bruissement derrière lui, il se tourna légèrement et regarda le balcon. L'homme était si imperturbable, comme s'il n'avait pas sauté de haut. Sans manifester la moindre émotion, le prince s'éloigna calmement. Inaël se tenait sur le balcon, toujours enveloppée dans son manteau. Bien sûr, elle aurait aimé que l'homme se retourne et la regarde à nouveau. Mais ce n'était que le début. Le lendemain matin était magnifique. Des nuages duveteux flottaient dans le ciel et les rayons du soleil illuminaient vivement le palais de l'Ouest. La fidèle Théa entra dans la chambre de la princesse et la vit déjà habillée. La dame d'honneur demanda même pourquoi Inaël était habillée ainsi. La jeune fille supposa que la princesse attendait l'arrivée du comte Schetter. Mais Inaël répondit que ce n'était pas la raison. Et soudain, Théa remarqua de fins gants sur les mains de la princesse. L'un d'eux masquait une légère brûlure à la main droite, causée par la lueur de l'aumônier. Mais ce n'était pas ce qui inquiétait la princesse. Elle passa la nuit à se demander si le prince accepterait sa demande. Il avait été trop calme la veille. Impossible de lire quoi que ce soit dans ses yeux noirs et sans fond. Inaël avait l'impression que son corps n'avait pas du tout attiré l'attention de l'homme. Elle cherchait maintenant un moyen de sauver la situation. C'est pourquoi la jeune fille a choisi, sans le vouloir, une robe très belle, mais plutôt révélatrice. Après tout, une simple chemise aurait pu paraître négligée. Et puis la princesse entendit des voix derrière elle. C'étaient la reine et ses demoiselles d'honneur, qui discutaient de sa tenue à voix basse et avec hostilité. Inaël hésita et salua la reine, qui dit avec mécontentement que la princesse donnait un exemple d'indécence à ses dames de compagnie. Théa et Inaël s'inclinèrent respectueusement, la tête baissée en signe d'humilité. Leur statut était incomparable à celui de la reine. Pendant ce temps, les dames d'honneur riaient et discutaient entre elles, évoquant la mère d'Inaël et condamnant sa vulgarité. À leurs yeux, elle avait mal élevé sa fille. La princesse se tenait là, les yeux modestement baissés. Elle les entendit dire que sa fille avait appris de sa mère à utiliser son corps pour atteindre un but. Ce fut douloureux pour Inaël d'entendre cela. Après tout, sa mère avait vécu toute sa vie dans l'humiliation et la honte après que le roi ivre l'eût nommée concubine. La femme espérait donc que sa fille épouserait un homme qui l'aimerait sincèrement. Après tout, elle ne pouvait pas savoir que la jeune fille mourrait aux mains du comte. Soudain, la scène douloureuse fut interrompue. Evan Renub, l'adjudant du prince Rutsbianta, s'approcha des dames. S'inclinant respectueusement devant Inaël, l'homme se présenta et dit que le prince l'attendait. L'adjudant proposa d'escorter la jeune fille jusqu'au prince. Elle s'éloigna avec soulagement. Inaël ne vit pas le visage de la reine se déformer de surprise et de mécontentement. Les dames d'honneur derrière elle haussèrent les épaules, perplexes. Pendant ce temps, le prince Trikassa Rutsbianta se tenait au bord de l'étang. Il contemplait pensivement l'eau claire et les feuilles de nénuphar qui y flottaient. Entendant des pas, l'homme se retourna. Il regardait maintenant Evan et la princesse approcher. La jeune fille s'approcha et s'inclina. Elle salua le prince, serrant une petite boîte contre sa poitrine. Le tendant à Ruts, Inaël s'excusa pour les événements de la veille. Il lui remit ensuite la boîte contenant la cape du prince. Se souvenant qu'elle ne s'était même pas présentée, Inaël essaya de prononcer son nom. Mais le prince l'en empêcha. Il a dit que son nom n'avait aucune importance. Il a ajouté qu'il avait réfléchi à la demande en mariage d'hier. Après une pause, le prince ajouta qu'il avait également des conditions. Et si Inaël les acceptait, elle deviendrait son épouse. Cela semblait alarmant. Mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Et la jeune fille demanda ce que voulait le prince. Et il lui demanda en réponse s'il était vrai que son fiancé était le comte Filchatter. Après tout, c'était ce que tout le monde pensait. Inaël commença à nier. Mais le prince remarqua que tout le monde pensait que le comte était follement amoureux. Il demanda alors pourquoi la princesse ne l'aimait pas. La regardant attentivement, il lui dit froidement qu'elle ne devrait pas aspirer à devenir impératrice. Être l'épouse d'un comte serait bien plus sereine et sereine. Mais la jeune fille répondit qu'elle ne désirait pas du tout une vie de famille tranquille. Elle ne pouvait rien expliquer de plus au prince. Après tout, elle ne pouvait même pas tenter d'insinuer que, dans sa vie passée, elle avait été tuée alors qu'elle était l'épouse enceinte du comte. Personne ne le croirait.
Hinaël assura donc au prince Ruth qu'elle voulait le servir comme épouse, et qu'elle serait une épouse bonne et fidèle. L'homme répondit que le mariage ne lui apporterait que le titre de princesse, et rien de plus. De plus, elle pourra donner naissance à un héritier. Après quoi, le prince n'a plus l'intention de la toucher, ni même de communiquer avec elle. En même temps, l'héritier ne recevra pas la moindre part de pouvoir. Hormis le titre et la protection, l'enfant ne recevra rien. Telles étaient les conditions posées par le prince Tricas. Il s'exprima très clairement et honnêtement et demanda à Hinaël si elle les acceptait. L'homme semblait s'attendre à sa déception. Cependant, la princesse sourit joyeusement et répondit qu'elle les accepterait avec plaisir. Cela intrigua grandement le prince. Il se frotta même le front, confus. Mais il acquiesça malgré tout. Après un moment de silence, l'homme ajouta qu'il lui ferait une demande officielle en mariage le lendemain. En entendant ces mots, Hinaël haleta de joie. Elle remercia chaleureusement le prince et promit immédiatement de se consacrer entièrement à lui. Ruth la regarda perplexe. La fille semblait avoir été sauvée par lui. Après que le prince l'eut libérée, Hinaël retourna précipitamment au palais. Non loin de là, elle vit Théa qui l'attendait. La demoiselle d'honneur s'est immédiatement précipitée à sa rencontre. La jeune fille lui a demandé avec enthousiasme comment tout s'était passé. Il semblait que tout le monde savait déjà que le prince Tricasa avait invité la princesse Hinaël à une réunion. La jeune fille assura à Théa que tout s'était bien passé. Cependant, la dame d'honneur craignait que le comte Séter ne devienne jaloux en apprenant la conversation. Elle ignorait tout des intentions de sa maîtresse. Et Hinaël songea soudain avec tristesse à l'inévitable séparation d'avec Théa. Après tout, elle ne voulait pas emmener sa demoiselle d'honneur dans des contrées aussi lointaines. Ce serait très difficile pour la jeune fille. La séparation n'était donc qu'une question de temps. Pensant à cela, Hinaël prit les mains de son amie. Théa remarqua que la dame était triste, mais la princesse expliqua que c'était simplement de la nervosité à cause du mariage imminent. La demoiselle d'honneur s'empressa alors de la rassurer et lui demanda de ne pas s'inquiéter. Théa allait s'assurer que sa maîtresse soit la plus belle, et elle s'attendait à ce que le comte perde complètement la tête. Après tout, personne ne peut résister à la beauté de la princesse Hinaël. Le lendemain, les préparatifs commencèrent à l'aube. Le palais était encore plongé dans la pénombre matinale. Dans les appartements de la princesse, Théa contemplait avec fascination une parure de bijoux d'une beauté inhabituelle. Les pierres sur le velours cramoisi scintillaient de mille feux. C'étaient les bijoux de la mère d'Hinaël. Le roi les avait autrefois donnés à la femme, et maintenant elle les avait transmis à sa fille. Cela convainquit une fois de plus la princesse que sa mère souhaitait qu'elle soit absolument éblouissante ce jour-là. Après tout, c'était le seul cadeau du roi. Bientôt, les courtisans et les nombreux invités commencèrent à se rassembler dans l'immense salle luxueuse. Les bougies brûlaient avec éclat, se reflétant dans les miroirs. Hinaël entra également dans le hall et resta à l'entrée, gênée. Elle se demandait si sa tenue était trop révélatrice. Soudain, elle entendit une voix sarcastique. Soupirant, la jeune fille releva la tête. Elle savait déjà qui elle allait voir. C'était Seyla, la fille légitime de l'empereur. La jeune fille se comportait toujours avec une arrogance extrême, soulignant la différence d'origine. Hinaël s'inclina pour saluer la première princesse, qui remarqua que la fille avait l'air différente aujourd'hui, et elle demanda si Hinaël était nerveux. Selon Seyla, le comte pourrait très bien changer d'avis et ne pas demander sa main en mariage. La jeune fille resta silencieuse, pensant seulement à la fatigue mortelle qu'elle ressentait face à de telles moqueries. Et Seyla partit enfin, accompagnée de ses demoiselles d'honneur. Hinaël avait déjà poussé un soupir de soulagement. Puis elle entendit la voix du comte Séter derrière elle. Il remarqua qu'il reconnaissait à peine la princesse. Se retournant, la jeune fille croisa immédiatement son regard. La peur et la colère envers le scélérat la submergèrent aussitôt. Pendant ce temps, il ne pouvait détacher son regard du décolleté très révélateur d'Hinaël. De plus, les magnifiques bijoux de sa mère scintillaient sur la soie blanche. Les yeux de l'homme brillaient d'avidité. Et il était totalement obscur de savoir ce qui attirait le plus son attention. Les formes ou les bijoux. La jeune fille se sentait mal à l'aise sous ce regard avide. Elle ne voulait surtout pas attirer l'attention du comte. Hinaël couvrit donc sa poitrine d'une main nonchalante. Mais soudain, le comte la saisit brutalement. La princesse haleta de surprise. L'homme, déjà intéressé par la brûlure de l'aumônier, posa des questions. Hinaël tenta d'expliquer cela avec désinvolture en disant qu'elle s'était griffée sur une branche. Elle ne comprenait pas la soudaine colère du comte. Pendant ce temps, il exigeait que la servante de la princesse, responsable de l'égratignure, soit punie, comme si le corps de la jeune fille lui appartenait. Remarquant la surprise d'Hinaël,
Le comte se calma un peu. Il fit immédiatement semblant d'être simplement très inquiet pour la peau délicate de la princesse. La regardant dans les yeux, l'homme porta doucement la main à ses lèvres. Cependant, son contact était trop désagréable. La jeune fille ne put se retenir et retira brusquement sa main. On aurait dit que la trace des lèvres du comte traître la brûlait. Certains invités remarquèrent le conflit naissant. Ayant reconnu la princesse et le comte, ils commencèrent à chuchoter. Personne ne comprenait ce qui s'était passé entre eux. Mais le comte ne voulait pas attirer l'attention et supposa immédiatement qu'il avait fait quelque chose de mal. La princesse n'espérait plus échapper à son attention agaçante. Soudain, une voix familière se fit entendre. Le prince Tricas Rutzbianta s'approcha d'eux d'un pas déterminé. Son regard était ferme et assuré sous ses cheveux noirs. Comme s'il n'avait pas remarqué le comte stupéfait, le prince s'arrêta devant Inaël. Et la regardant droit dans les yeux, il lui dit qu'il la cherchait partout. Après cela, le prince prit délicatement la main de la jeune fille. La cicatrice de la brûlure infligée par les aumôniers était encore blanche sur sa peau fine. L'apercevant, l'homme regretta que la princesse ait été blessée à cause de lui. À cette vue, le comte s'éterra pâli de colère. Le prince s'était déjà penché sur la main d'Inaël et l'avait portée à ses lèvres. En même temps, il lui demandait doucement pardon. Soudain, le comte se dressa entre eux. D'un geste brusque, il arracha littéralement la main de la jeune fille au prince. Il plissa les yeux avec colère en réponse et demanda d'un ton glacial ce que c'était. Le comte Schetter se contenta d'un sourire suffisant, déclarant que l'étiquette du Nord différait sensiblement de celle du pays. Après tout, dans le royaume de Salar, il n'était pas d'usage de baiser la main d'un étranger, surtout s'il s'agissait d'une femme. Le prince Ruth se sentit fort surpris. Il était étrange que les habitants du royaume soient si soucieux des bonnes manières. Et en même temps, ils envahissent le territoire étranger sans déclarer la guerre. Cela dit, le prince saisit fermement la main du comte Cetera. Et il remarqua avec colère qu'un aristocrate aussi insignifiant se comportait de façon très étrange. Après tout, il empêchait le prince de saluer la princesse de son empire. Cet acte pouvait bien être interprété comme une réticence à faire la paix avec Tricas. Tout en prononçant ces mots, le prince continuait de serrer la main du comte. Pendant ce temps, le héros annonçait à haute voix l'arrivée du roi et de la reine de Salar. Les invités et les courtisans s'animaient visiblement. Le couple royal monta sur le trône. C'est alors seulement que le roi remarqua le prince Rutzbianta et le comte Cetera qui se tenaient à proximité. Au début, il haussa simplement les sourcils, surpris. Mais soudain, il s'inquiéta, remarquant la forte tension entre les hommes. En effet, il était impossible de ne pas remarquer que chacun d'eux était très en colère. Et la princesse Inaël, qui se tenait derrière eux, était confuse et bouleversée. Le prince Tricasa prit alors la parole et déclara qu'il souhaitait que la princesse Salara lui soit présentée lors du banquet. Cela surprit grandement le roi. Il semblait totalement pris au dépourvu par une telle tournure des événements. Le comte Cetera entra alors dans la conversation. L'homme rappela qu'il avait déjà parlé au roi plus tôt et promit de lui répondre aujourd'hui. Filcheter annonça qu'il souhaitait épouser la princesse Inaël. La jeune fille devint froide, réalisant que le comte avait déjà reçu le consentement du roi. Elle baissa tristement la tête, pensant que tout était fini. Mais le prince Rutz prit alors la parole. Il affirma fermement que la situation était regrettable, mais qu'il n'y avait rien à faire. Après tout, lui aussi était impatient de retrouver la princesse Inaël. Le roi fut stupéfait. Il n'arrivait pas à croire que deux nobles hommes voulaient épouser sa fille illégitime. Le comte Cetera s'empressa d'assurer le roi qu'il aimait la princesse depuis longtemps et lui demandait sincèrement la permission de l'épouser. Le prince Tricasa, à son tour, déclara qu'il pouvait choisir n'importe laquelle des 5 princesses, et celle-ci lui plaisait le plus. Le silence régnait dans la salle. Chacun des visiteurs semblait attendre avec impatience la décision du roi, et il était complètement perdu. Après tout, il était impossible d'offenser l'héritier de l'Empire victorieux. Mais il était tout aussi impossible de rompre la promesse faite au comte Filchater. Après réflexion, le roi demanda au prince Bianta la raison d'une décision aussi hâtive, et lui suggéra de faire un choix après avoir rencontré toutes ses filles. En même temps, le roi réfléchissait fiévreusement. Il ne comprenait pas un tel choix, étant donné les origines modestes d'Inaël. Et puis le prince dit qu'il avait raté quelque chose. La jeune fille le regarda avec effroi. Elle pensa que l'homme avait soudainement changé d'avis. Mais le prince Rutzbianta déclara haut et fort qu'il souhaitait des excuses du comte Filcetera. Inaël attendit, tendu. Le roi demanda à nouveau, surpris. Il n'arrivait pas à croire que le comte Schetter ait manqué de respect au prince de l'Empire Tricas. Et le prince déclara qu'il allait brûler le palais de Salar
et réduire les 5 princesses en esclavage. Il s'était retenu uniquement parce que son père le lui avait ordonné. Mais voilà que le comte du pays vaincu osait manquer de respect au vainqueur. De plus, de l'avis du prince, le comte Sétéar cherchait à s'immiscer dans les affaires de l'Empire Tricasse avec sa proposition. Le roi fronça les sourcils d'un air sévère. Il comprit que l'accord de paix ne pouvait être violé. Il fit donc des reproches au comte et lui ordonna de s'excuser immédiatement. Le comte Filchater était furieux. Cependant, il baissa la tête et admit avoir manqué de respect. Il demanda également que sa colère soit mise de côté pour le bien du banquet. En entendant cela, le prince regarda Inaël et dit que l'impression ne pouvait être corrigée que d'une seule manière. L'homme serra la princesse autour de la taille et annonça qu'il voulait épouser celle qu'il avait choisie. Inaël s'accrocha à lui avec soulagement. Et le prince ajouta qu'il pourrait alors implorer l'insolence du comte de Salar. Les invités commencèrent à chuchoter. Le comte Filchater se tenait en face, blême de rage. Ses yeux lancèrent des éclairs. Alors la mère d'Inaël sortit de la foule. Elle se précipita vers le roi et le supplia de ne pas faire cela à sa fille. La femme serra les poings jusqu'à en avoir mal, et des larmes coulèrent sur ses joues. Mais le prince déclara soudain qu'il n'avait aucune intention de faire du mal à la jeune fille. Il ajouta que la veille, il avait perdu quelque chose d'extrêmement précieux, qu'il avait pu retrouver grâce à Inaël. Il la considérait désormais comme une bienfaitrice. Il promit donc d'apprécier et de prendre soin de la princesse de Tricasse. Après tout, elle était la seule à attirer son attention dans le royaume. En disant cela, le prince serra doucement la jeune fille par les épaules. Elle pensa que c'était bien mieux que d'être emmenée de force, surtout devant sa mère. Le roi déclara alors haut et fort qu'Inaël Flake était désormais tenu de servir son Altesse de tout son cœur, pour la paix et la prospérité entre les États. La princesse baissa docilement la tête et remercia le roi à voix basse. Elle se réjouit intérieurement d'avoir atteint son objectif. Après la déclaration du roi, tout le monde se détendit. Les invités commencèrent à s'exclamer joyeusement. Seul le comte Schetter continuait à lancer des éclairs de joie. Le prince, remarquant cela, pensa que cet impudent et agaçant personnage était déjà devenu très agaçant. Et alors, une bonne idée vint à Rutz. Il dit doucement à Inaël qu'il regrettait d'avoir séparé le comte de sa fiancée, alors il lui proposa de lui trouver une épouse immédiatement. La jeune fille le regarda avec crainte et surprise. Elle ne comprenait pas encore pourquoi le prince avait choisi une épouse pour le comte Sétéra. Le prince Trikasa avait déjà tendu la main et affirmé que c'était une bonne offre. Le comte pouvait choisir n'importe quelle princesse comme compagne. Le comte Phil, insulté, était furieux. Il faillit crier qu'il n'en voulait qu'un. Mais le prince Rutsbianta ordonna au comte de faire un choix d'un ton glacial. Son expression indiquait clairement qu'il n'y avait pas d'autre option. Le comte serra les dents. Mais contre toute attente, le roi ordonna à son tour d'obéir aux ordres du prince Bianta. Le souverain lui dit de ne pas trop s'énerver. Après tout, toutes les filles du roi étaient intelligentes et belles. Le comte prit alors une profonde inspiration et baissa la tête. Sans un regard, il lui tendit la main et annonça qu'il la choisissait. Voyant qui le comte pointait du doigt, Inaël se couvrit le visage de ses mains. Elle était stupéfaite par le choix de Filchater. Devant eux se trouvait Mie, l'une des princesses. C'est elle qui, dans sa vie passée, devint l'épouse du prince Rutsbianta, puis l'impératrice de Tricasse. Mais tout a changé. Inaël est devenue l'épouse du prince, et Mie l'élu du comte Schetter. La princesse réalisa que son destin avait radicalement changé, ce qui provoqua des sentiments mitigés en elle. Pendant ce temps, Rutz la regardait attentivement, et, passant un bras autour de ses épaules, il lui dit que sa future épouse était stupéfaite par cette demande inattendue. L'homme réalisa qu'Inaël avait besoin de temps. Alors il l'emmena dans un petit jardin, rempli de soleil éclatant et de fleurs parfumées. Là, il dit qu'il avait fait tout ce qu'Inaël lui avait demandé. Et il voulait savoir ce qui n'allait pas, car elle était visiblement bouleversée. Cependant, la jeune fille s'empressa d'assurer le prince que tout allait bien. C'était en effet un moment très tendu et passionnant. Inaël fut submergée par l'émotion à l'idée qu'elle semblait avoir été sauvée du mariage avec le comte. Alors elle remercia sincèrement le prince. Il hocha la tête avec satisfaction et s'assit sur le banc suivant, croisant les jambes. Inaël réfléchit un instant, et lorsqu'elle tourna la tête, elle fut surprise. Le prince s'allongea sur le banc, les mains derrière la tête, et dit qu'il commençait à s'endormir. Après s'être plaint de l'étouffement, il avait l'intention de faire une sieste. La fille fut surprise. Après tout, malgré le soleil, la brise était fraîche. Il lui semblait donc étrange que le prince ait chaud par un temps pareil. Mais il n'y avait aucune raison de ne pas le croire. Après tout, la jeune fille se souvint presque immédiatement qu'à Tricasse,
L'hiver était presque toute l'année. Pour elle, c'était donc peut-être son dernier été chaud. Regardant autour d'elle, elle remarqua un couple à proximité. L'homme serrait délicatement les épaules de sa compagne, la soutenant. Apparemment, la femme était en fin de grossesse, période où le corps devient lourd et maladroit. Cependant, tous les désagréments s'estompaient face à l'impatience de rencontrer le bébé. Inaël se souvenait avec tristesse de l'impatience avec laquelle elle attendait un miracle. Son cœur se serra de douleur. Soudain, les yeux de la jeune fille se remplirent de larmes. Puis elle entendit le prince lui demander pourquoi elle pleurait. La princesse se détourna rapidement et s'essuya les yeux. Elle était sûre que le prince dormait, et il lui demandait déjà avec anxiété la raison de sa déception. Inaël trébucha et chercha une excuse. Elle dit qu'elle se souvenait de sa mère. C'est pour ça qu'elle pleurait. Ruth comprit alors que la concubine blonde qui avait supplié le roi pour Inaël était sa mère. La jeune fille ne le nia pas. Elle raconta que sa mère était servante au palais, et qu'après la naissance de sa fille, elle était devenue concubine. Mais elle ne bénéficiait pas de la faveur du roi. Finalement, Inaël ajouta qu'elle pensait à la tristesse que sa mère ressentirait sans elle au palais. Ruth l'écouta attentivement. Il demanda alors si c'était pour cela qu'on l'appelait la princesse incomplète. La jeune fille confirma que c'était parce que sa mère était servante. Elle ne pensait pas que le prince aurait le temps d'entendre ce surnom pendant la réception. Ruth avait déjà secoué la tête de mécontentement. Il remarqua qu'il n'aimait pas tout cela. Inaël pensa aussitôt qu'il regrettait déjà son consentement. Apparemment, elle avait eu tort de dire au prince qu'elle était illégitime. Serrant les doigts d'excitation, la jeune fille pensa que tout était vrai. Après tout, tôt ou tard, le prince aurait tout découvert, et elle espérait seulement qu'il n'avait pas changé d'avis. Et soudain, Ruth dit quelque chose d'étrange. Il traita le roi, qui s'était saoulé et avait séduit la servante, de vrai chien. Et il était visiblement en colère. Après tout, à cause d'une personne, deux autres souffraient. Inaël elle-même et sa mère. Le prince remarqua donc que beaucoup de choses dans le royaume ne lui plaisaient pas. L'homme n'était pas content du climat et les coutumes étaient scandaleuses. Alors il a dit qu'il partirait immédiatement après la cérémonie de mariage. Il suggéra à Inaël de passer tout le temps avant son départ avec sa mère. Après tout, le prince n'avait plus l'intention de retourner à Salar. La jeune fille accepta timidement. Ruth lui tendit alors la main et suggéra qu'il rentre pour échapper à l'étouffement. Mais Inaël resta figé, perplexe. Et lui aussi fut surpris. Il demanda s'il était d'usage à Salar de serrer la main des femmes. Reprenant ses esprits, la jeune fille le remercia et se leva. Le prince lui demanda de ne pas pleurer en public. Sinon, on pourrait croire qu'Inaël était emmené de force. Et il ajouta que ce n'était pas en vain qu'il avait essayé de faire semblant d'être fou d'elle. La fille ne comprenait pas et réitérait même sa demande. Et Ruth lui demanda si elle croyait vraiment à ce qui avait été dit à la réception. Après tout, des rumeurs circulaient sur les fiançailles imminentes de la princesse. Il dut donc insister. Le plus simple était de dire que le prince était follement amoureux. Ce serait bien pire si la mère de la jeune fille décidait que le barbare du Nord lui enlevait sa fille de force. Inaël remarqua immédiatement avec gratitude que le prince prenait soin de sa mère. Mais il répondit avec réserve qu'il ne supportait tout simplement pas les larmes des femmes. Malgré cela, la jeune fille le regarda avec gratitude et le remercia encore pour sa sensibilité et son attention. Cependant, Ruth répondit sèchement qu'il ne s'agissait pas d'elle. Il était arrivé avec une délégation de paix. Par conséquent, le problème devait être résolu pacifiquement. À la fin de la conversation, l'homme lui a demandé de ne pas trop parler et de rentrer enfin à l'intérieur, loin de la chaleur. En entrant dans le palais, Inaël remarqua immédiatement Mie. Elle se tenait seule contre le mur, contemplant les magnifiques fleurs dans un vase qui décorait la salle. La princesse s'approcha et appela sa sœur. Elle se retourna aussitôt. Mie baissa modestement les yeux et, après l'avoir saluée, s'empressa de féliciter sa sœur pour son mariage. Inaël lui répondit sur le même ton. Mie avait 3 ans de moins qu'Inaël. Née de la 4e concubine d'une famille modeste, elle était calme et obéissante. Les filles s'appréciaient. C'est pourquoi Mie se sentait mal à l'aise. Elle demanda pardon à sa sœur car elle ignorait la demande en mariage imminente de Sheter. Inaël se précipita aussitôt pour calmer sa sœur. Elle n'avait rien à se reprocher. Pourtant, tout le monde pensait que la princesse et le comte étaient amoureux. Inaël répondit que ce n'était que des rumeurs. Elle assura qu'elle était heureuse de devenir l'épouse du prince Bianta. Mie, quant à elle, confia avec joie qu'elle avait toujours rêvé d'être comte. Cela surprit un peu Inaël. Mais Mie révéla soudain que c'était son rêve d'enfant.
Elle n'aurait jamais pu espérer que tout se passerait ainsi. La princesse pensa alors que tout était peut-être pour le mieux. Après tout, Simi avait toujours été amoureuse du comte Cetera, tout pouvait s'arranger. Cependant, il était bon de se rappeler que leur destin avait radicalement changé. Mi aurait donc pu devenir la même victime du comte. Cela alarma Inaël. Elle n'avait aucune intention de faire du mal à Mi. Et soudain, Filcheter apparut devant elle, comme par magie. L'homme a dit qu'il avait quelque chose à discuter avec elle et qu'il voulait le faire seul. La princesse ne voulait absolument pas se retrouver seule avec le comte. Cependant, elle estima qu'il ne représentait plus aucun danger. Après être entrée dans l'une des galeries, Inaël s'empressa de féliciter le comte pour ses fiançailles et lui demanda de prendre soin de Mi. Cependant, le comte répondit immédiatement et résolument qu'il ne voulait pas entendre de félicitations. Il n'était prêt à les accepter qu'après le retour d'Inaël. La princesse pensa avoir mal entendu. Elle rappela à Cheter que la décision avait été prise par le roi et qu'elle ne pouvait être modifiée. Cependant, le comte, avec un sourire suffisant, répondit qu'il n'avait pas l'intention d'abandonner si facilement, et lui demanda simplement de patienter un peu. Il tendit la main à Inaël, la regardant avec une expression carnivore. Cela lui rappelait maintenant la patte d'une araignée répugnante. Le comte prit une mèche de ses cheveux et la pressa contre ses lèvres. Il déclara en même temps fermement qu'il sauverait la princesse. Et il ajouta à la fin qu'elle n'appartenait qu'à lui. Ces mots firent froid dans le dos de la jeune fille. Elle s'empressa de repousser la main du comte. Elle répondit qu'il était simplement ivre. Il valait donc mieux supposer qu'elle n'avait rien entendu. Ayant dit cela, Inaël s'éloigna précipitamment. Se retournant et s'éloignant de l'homme impudent, la jeune fille espérait seulement qu'il ne la suivrait pas. En tournant au coin de la rue, elle faillit heurter le prince Rutsbianta, qui lui demanda avec mécontentement où elle courait. Et Inaël se précipita vers lui, soulagée, et lui dit qu'elle cherchait simplement le prince. Il fut même un peu surpris. Et la jeune fille, le prenant par le bord de son manteau, ajouta qu'elle souhaitait poursuivre leur conversation. L'homme la regarda perplexe. Inaël était gênée. Elle ne pouvait admettre qu'elle n'était pas prête à faire quoi que ce soit, juste pour échapper à ce conte agaçant. Alors, confuse, elle chercha un sujet de conversation. Et puis le comte Cheter apparut au coin de la rue. Il regarda Inaël d'un air si avide qu'il ne put passer inaperçu. Le prince n'apprécia pas du tout cela. Il semblait que cet impudent avait besoin d'une bonne leçon. Soudain, l'homme tendit la main à Inaël. Elle fut confuse mais plaça ses doigts dans sa paume. Au même moment, fort opportunément, la musique jouait déjà dans la salle principale. De nombreux couples dansaient. Le prince Rutsbianka remarqua joyeusement que sa fiancée semblait s'ennuyer. Alors il suggéra qu'elle aussi se laisse aller à la danse. Le roi était ravi. Il trouvait que danser pour célébrer la conclusion de la paix était une merveilleuse idée. Cependant, le prince ajouta aussitôt que danser seul n'était pas intéressant. Il suggéra que deux couples se préparant au mariage se rendent sur la piste de danse en même temps. Le comte serra les lèvres avec colère. Et Mi poussa un cri de joie. Le roi déclara que c'était une excellente idée et la qualifia de symbole de l'unité des deux puissances. Pendant ce temps, les musiciens étaient déjà passés à la danse suivante. Les violons résonnaient doucement, entremêlés à la mélodie de la harpe. Tenant les mains d'Inaël dans les siennes, le prince la conduisit au centre de la pièce. Il semblait étrangement en harmonie. Tandis que la princesse dansait, elle croisait de temps à autre le regard du prince Rutz. Ses yeux noirs semblaient pensifs et un peu tristes. Et Inaël pensait que tout cela n'était qu'un jeu. Mais elle se sentait toujours un peu honteuse. Les nombreux invités qui assistèrent à la danse trouvèrent le prince très habile. L'homme du Nord se révéla plus séduisant que beaucoup de sudistes. Et Inaël tournoyait dans les bras du prince Tricas avec abandon. Elle comprenait ce qu'il voulait montrer à tous avec cette performance publique. Tout le monde, et surtout le comte Cheter, devait se souvenir du prince, et que la princesse Inaël lui appartenait désormais. Cependant, lors d'une de ces pirouettes, la jeune fille capta le regard furieux du comte. Il sembla que la ruse du prince eut l'effet inverse. L'homme effronté gardait les yeux fixés sur Inaël. Mi à côté de lui paraissait gêné et triste. Et soudain, Ruth dit doucement qu'il comprenait l'antipathie d'Inaël. L'homme avait déjà l'impression que le regard du comte allait le transpercer de part en part. La jeune fille s'excusa et demanda à patienter encore un peu. Mais le prince lui répondit gentiment que c'était à elle de faire preuve de patience. Inaël ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Et la dernière chose à laquelle elle pouvait s'attendre de la part du prince était ce qu'il ferait un instant plus tard. Et soudain, l'homme la saisit par la taille. Il la souleva facilement dans les airs, la tenant au-dessus de sa tête. La jeune fille était confuse. Bégayant, elle demanda à son Altesse de la déposer sur le parquet.
Le prince lui demanda si elle le voulait vraiment, et acquiesça d'un signe de tête. Lorsqu'il posa brusquement la fille, le bout de ses chaussures atterrit sur ses pieds. Inaël était gênée. Elle désigna doucement les pieds du prince. Mais celui-ci, la serrant contre lui, fit une grimace incompréhensible, et répondit seulement qu'il l'avait déposée. Ils étaient désormais bien plus proches l'un de l'autre que jamais. Et le prince déclara qu'il souhaitait être encore plus proche. Inaël le regarda avec inquiétude. Elle savait que le prince faisait tout cela pour le bien des invités et du comte qui les observait. Et en effet, tous les présents remarquèrent le courage et la franchise extraordinaire des hommes du Nord. Leur couple semblait assurément amoureux. Tout cela paraissait très romantique. Et seul le comte Schetter continuait à incinérer le prince du regard. L'homme ne put s'empêcher de remarquer l'expression de colère sur le visage de Phil Schetter. Et il sourit de satisfaction. Un instant plus tard, le prince Rutz se pencha vers sa fiancée. Son visage était si proche qu'Inaël pouvait même sentir son souffle. Avant même qu'elle puisse reprendre ses esprits, l'homme pressa ses lèvres contre les siennes pour un tendre baiser. Son cœur se mit à battre fort, comme s'il sortait de sa poitrine. Les yeux de la jeune fille s'écarquillèrent de stupeur. Cela ne lui était jamais arrivé. Elle essayait de se convaincre qu'il s'agissait simplement d'une tentative pour forcer le comte Cetera à se rendre. Et cela n'était fait qu'à sa demande. Si tel était le cas, ce fut sans aucun doute un succès. Après tout, l'attention de tous les participants était rivée sur eux. Les dames chuchotaient et parlaient même ouvertement de la franchise et du courage des nordistes. Chacune rêvait que son homme exprime ses sentiments de la même manière. Ce jour-là, le prince Rutsbianta a étonné tout le monde. Auparavant, il avait la réputation d'être un tueur impitoyable, indifférent aux femmes. Mais cette fois, il se montra très persistant et invita la princesse au palais de l'Ouest pour la première fois. Ce fut le coup de foudre. Le temps semblait s'être arrêté. Le prince tenait toujours Inaël dans ses bras. Et le comte Schetter ne les quittait pas du regard. Bientôt, la cérémonie de mariage eut lieu. Selon la coutume, elle devait se dérouler devant le dieu du feu Nuska. Le grand prêtre tendit au serviteur une assiette garnie de branches. C'était de l'écorce de saule, symbole de force vitale. Elle était censée lier à jamais les destins des époux et les conduire sur le chemin de la bénédiction éternelle. Le serviteur attacha les mains du prince Rutsbianta et de la princesse Inaël avec des pouces. Il remarqua que le saule ouvrait aussi les portes du ventre maternel. Ces paroles résonnèrent aux oreilles de la jeune fille comme un spasme douloureux. La douleur lui transperça le cœur. Elle était fermement convaincue que, dans cette vie, l'enfant resterait avec elle, et que, cette fois, elle serait capable de le protéger. Inaël serra les lèvres, persuadée qu'elle ne laisserait jamais passer sa chance. Elle frappa même la table du poing. Le prince s'en aperçut et la regarda avec surprise. Calmement et avec attention, l'homme lui demanda ce qui lui arrivait. Il remarqua clairement que la fille tremblait de partout. La princesse s'excusa et répondit qu'elle était simplement très nerveuse. Le prêtre posa sa main sur les branches de saule. Elles allaient maintenant être livrées aux flammes de Nuska. Cependant, lorsqu'il toucha la main du prince Rutz, l'homme retira soudainement sa main, son visage déformé par la peur. Le grand prêtre sentit une énergie incroyable émaner du prince de l'Empire Tricasse. Et Rutz leva vers lui ses yeux noirs et sans fond. Le prêtre ordonna alors au serviteur d'apporter les larmes de Nuska. Il ouvrit même la bouche de surprise. Il n'avait jamais vu une relique sacrée utilisée lors d'un mariage. C'était une première. Le roi, présent à la cérémonie, fut visiblement alarmé. Il demanda au grand prêtre ce qui se passait et quelles difficultés avaient surgi. Et il regarda les jeunes mariés avec colère en guise de réponse. L'expression du visage de cet homme aux cheveux blancs et au nez crochu n'inspirait aucun espoir. Après un moment de silence, le grand prêtre déclara que le prince émettait une énergie magique noire. Inaël fut stupéfaite. Elle n'avait entendu parler que de magie noire auparavant. La jeune fille pensait que Rutz était le prince de l'Empire. Et comment le détenteur du pouvoir obscur pouvait-il pénétrer dans le temple sacré? Le prêtre affirma fermement que la magie noire dont le prince était doté constituait un sérieux obstacle. Ce mariage ne pouvait donc pas être conclu. Les lèvres du prince se tordirent en un sourire. Il rit même d'une supposition aussi ridicule. Le prince déclara avec fermeté et assurance que c'était la première fois qu'il était confronté à une telle calomnie. Et à cet instant, il mit discrètement sa main libre dans sa poche. Le prince et la princesse se tenaient toujours devant le prêtre. Mais Inaël remarqua que Rutsbianta sortait quelque chose de sa poche. Leurs mains étaient toujours attachées aux branches de saule. Mais de sa main libre, le prince transféra une grosse pierre précieuse dans son autre main. Remarquant cela, Inaël fut perplexe.
Elle reconnut l'éclat de l'aumônier et se demanda pourquoi le prince devait le sortir maintenant. Elle ne dit rien, et l'homme serrait déjà la pierre dans son poing, si fort qu'une goutte de sang perla sous son pouce. Le prince déclara que ce mariage n'était rien d'autre qu'un hommage rendu par le salar vaincu à Tricas, et qu'interrompre la cérémonie serait un manquement au devoir. Cependant, le grand prêtre répondit que les larmes de Nuska éclairciraient tout. Il trempa alors ses doigts dans le récipient que le ministre avait apporté. Le roi tenta de l'en empêcher. Il comprit que le prince pourrait considérer être aspergé d'eau comme la pire des insultes. Mais le prêtre affirma qu'il avait obéi à la volonté de Nuska toute sa vie. Et depuis qu'il avait acquis son pouvoir tout-puissant, il n'avait jamais commis d'erreur dans sa capacité à reconnaître la magie. Il aspergea le prince d'eau bénite au visage et cria que lorsque l'eau entre en contact avec une énergie maléfique, de la suie apparaît. Mais le prince répondit calmement que c'était la première erreur du prêtre. Et il se mit à crier que c'était impossible. Rutsbianta essuya calmement son visage mouillé et propre et déclara qu'il ne se souciait pas des erreurs des prêtres. Mais il devrait répondre de l'insulte. Et le grand prêtre se remit à affirmer sa justesse et à crier que c'était impensable. Le roi tenta de l'en empêcher. Le prince déclara alors d'un air sombre qu'il ne tolérerait plus l'insulte. Il exigea que la cérémonie soit achevée. Le roi accepta. Il ordonna au prêtre de s'excuser immédiatement et de poursuivre la cérémonie. Après tout, le prince ne pouvait pas attendre indéfiniment. Le prêtre baissa la tête, abattu. Pendant ce temps, un serviteur s'approcha du couple et essuya respectueusement le visage du prince. La demoiselle d'honneur aida Inaël à se remettre en ordre. Personne, à part la jeune fille, ne vit que le prince tenait l'aumônier dans sa main pendant tout ce temps. Inaël se demanda pourquoi il en avait besoin. La cérémonie était enfin terminée. Le prince se rendit ensuite dans ses appartements du palais occidental. Là, le fidèle Evan Renub l'attendait déjà. Il demanda aussitôt ce qui s'était passé lors de la cérémonie. Après tout, la rumeur courait que le roi avait rendu un nouvel hommage. Mais le prince ne souhaitait pas parler de ce qui s'était passé. Il se contenta de dire sèchement qu'il quittait Salar cette nuit-là. Evan était stupéfait. Et le prince, irrité, commença à retirer sa chemise déchirant les attaches. Il y avait encore du sang noir sur son doigt. Il parla avec colère du maudit vieillard. Evan pensait que le prince parlait du roi, mais il parlait du grand prêtre. Rejetant sa chemise, le prince s'assit sur le canapé et Las se couvrit le visage de la main. C'est alors seulement qu'Evan remarqua sa main ensanglantée. À sa question, Ruth répondit qu'une main blessée valait mieux que de la suie sur le visage. Les yeux de l'adjudant s'écarquillèrent de stupeur. Et le prince expliqua que ceux qui servent Dieu depuis de nombreuses années ressentent bien l'énergie obscure. Et il semblait que le grand prêtre comprenait tout. En entendant cela, Evan poussa un cri d'horreur. Il semblait avoir compris le maître au quart de tour et prit la menace très au sérieux. L'adjudant reliait immédiatement l'incident à l'aumônier et demandait pourquoi le prince le portait avec lui. Ruth répondit alors, las, qu'il avait dû se gratter le doigt sur une pierre. L'énergie noire s'en était immédiatement absorbée. C'est seulement grâce à cela que le prince n'avait pas été découvert. Evan fit remarquer avec inquiétude que les secrets de la cour impériale devaient rester secrets. Le prince le savait également. C'est pourquoi il voulait partir immédiatement. Et même si Evan insistait pour rencontrer le roi avant de partir, il valait la peine de réfléchir à un moyen d'éviter cela. L'adjudant y serait certainement parvenu. Mais il restait à décider du sort de la princesse, future épouse de Ruth. C'était un autre problème. Et le prince Tricasa n'était pas en état de le gérer pour le moment. Ses bras pendaient mollement le long de son corps et sa tête s'enfonçait dans sa poitrine. L'homme était épuisé et vulnérable. Le jour même de la cérémonie, Inaël put enfin rencontrer sa mère seule. Elle apprit son départ imminent. La femme, inquiète, supposa que ce qui s'était passé lors de la cérémonie avait profondément affecté le prince. C'est pourquoi il avait annoncé qu'il quitterait Salar le lendemain. Ce n'était pas surprenant après l'insulte envers le grand prêtre. Ainsi, le dernier jour arriva où Inaël put être auprès de sa mère. La femme prit les mains de sa fille et lui serra doucement les doigts. Elles auraient toutes deux souhaité passer plus de temps ensemble avant de se séparer. La femme demanda à nouveau si la princesse était sûre de sa décision. Après tout, Tricas avait la réputation d'être une terre rude et hostile. Mais Inaël s'empressa de rassurer sa mère. Elle lui rappela comment le prince prendrait soin d'elle. La femme lui en était reconnaissante. Mais quelque chose la troublait. La mère posa la main sur la petite boîte. Elle dit qu'elle y avait longuement réfléchi et qu'elle hésitait à la donner à Inaël. Mais elle décida de le faire quand même. Après tout, cela pourrait être plus bénéfique pour la jeune fille que pour sa mère. Il était une fois, ce coffret fut apporté à la femme par son frère.
Il pouvait l'aider à regagner la faveur du roi. Mais la femme manquait de détermination. Hinaël se souvenait. Dans sa vie passée, avant son mariage avec le comte Sheter, sa mère lui avait également offert ce coffret. Il contenait une petite bouteille élégante contenant une potion magique. Elle était destinée aux CA les plus extrêmes, pour raviver les émotions. Puis, quelques mois après le mariage, le comte commença à s'éloigner de sa jeune épouse. Hinaël eut recours à une potion. Grâce à lui, la princesse a réussi à tomber enceinte. Cependant, cela n'a pas résolu le problème. Après tout, un peu plus tard, alors que l'enfant avait déjà commencé à grandir et à se déhancher, Hinaël ne put plus partager le lit du comte. Il reprit ses anciennes habitudes. Maintenant, tout aurait pu être différent. Alors la jeune fille prit délicatement la boîte dans ses mains et la serra dans ses paumes. Elle remercia sa mère et lui demanda de ne pas s'inquiéter pour elle. Après tout, Hinaël, se souvenant de son mariage avec le comte, allait devenir complètement différente. Elle devait être une épouse digne et servir fidèlement le prince Bayant, mais sans jamais permettre que l'on fasse du mal à elle-même ou à l'enfant. Les femmes passèrent encore un peu de temps ensemble, mais il était temps de se séparer. Elles s'étreignirent fort et la princesse promit d'écrire à sa mère. Le lendemain matin était clair et lumineux. Les oiseaux chantaient dans les branches des arbres, comme pour souhaiter un bon voyage à la princesse. Toute la délégation de Tricas s'était déjà rassemblée dans la cour du palais. Quelques personnes les accompagnaient également. Presque tout le monde était là. Seul le plus important manquait à l'appel. Le prince Bianta n'avait pas encore quitté le palais. Le roi se tenait devant Hinaël et la regardait d'un air sévère. Derrière lui se tenait la mère de la jeune fille, incapable de retenir ses larmes. Le souverain rappela à la princesse sa mission, devenir garante de la paix entre les puissances et la protéger par tous les moyens possibles. Le roi espérait donc qu'il n'y aurait pas de désaccord entre les époux. Hinaël, baissant la tête, répondit qu'elle ferait de son mieux. Elle pensait qu'il était avant tout un roi, et non un père. Puis le souverain rapporta que le prince était déjà parti seul la veille. Hinaël n'en savait rien et fut surpris. Le roi se plaignit que le prince était furieux des agissements du prêtre. Il demanda à la jeune fille de le calmer. La princesse promit de faire tout ce qu'elle pouvait. Mais au fond d'elle-même, elle était attristée par le départ précipité du prince. Finalement, la mère s'approcha d'elle et lui prit les mains. Fondant en larmes, la femme lui demanda de ne pas oublier de lui écrire. Après avoir dit au revoir, Hinaël se dirigea vers la calèche. Le fidèle adjudant du prince, Evan Renub, l'aida à monter. C'était lui qui était censé accompagner la princesse. Alors qu'elle fermait la porte, la jeune fille entendit quelqu'un l'appeler. Elle se retourna, surprise par la voix. La princesse Mia accourut vers elle, essoufflée. Elle avait appris le départ au dernier moment et était arrivée de justesse à temps. La jeune fille a déclaré qu'elle avait toujours voulu communiquer davantage avec Hinaël, mais qu'elle n'avait pas le courage d'offrir son amitié à sa sœur. Et maintenant, juste avant de partir, elle avait enfin pris sa décision. Après tout, les filles risquaient de ne plus jamais se revoir. Hinaël, flattée, répondit alors qu'il pourrait très bien commencer à être amis dès maintenant. Elle demanda si Mi pouvait écrire. Elle répondit joyeusement qu'elle répondrait immédiatement aux lettres. Les filles se serrèrent joyeusement dans les bras et se dirent au revoir. Enfin, tous les préparatifs furent terminés. La voiture partit et roula lentement sur la route entre les arbres touffus. Pendant ce temps, à l'intérieur, Hinaël demandait à Théa de se calmer et d'arrêter de pleurer. Après tout, la fille n'arrivait pas à se calmer. Avant de partir, la princesse demanda à sa dame d'honneur de rester à Salar. Mais elle refusa catégoriquement. Et maintenant, elle était contrariée qu'on veuille l'abandonner. La fidèle Théa ne voulait pas se séparer de sa maîtresse. Elle déclara même qu'elle ne la laisserait aller nulle part seule, bloquant le passage avec ses propres mains. Hinaël céda. Elle expliqua alors qu'elle n'avait pas voulu condamner Théa à souffrir loin de chez elle. Mais ce n'était pas pour cela que la jeune fille pleurait. Elle regrettait que le prince soit parti seul. Hinaël fut surpris. Et Théa dit que le marié ne devait pas laisser la mariée seule le soir de ses noces. Même la colère ne pouvait être une excuse. Souriante, la princesse lui rappela qu'il s'agissait à l'origine d'un mariage de convenance. Cependant, Théa était convaincue que le comportement du prince au bal indiquait le contraire. À cela, Hinaël répondit qu'elle essayait d'apprécier au moins le jour où elle avait été bien traitée. Et elle pensait s'être débarrassée du comte. C'était le plus important. La princesse promit donc d'accepter, même si son mari se montrait froid avec elle plus tard. En y réfléchissant, la jeune fille regarda le paysage défiler par la fenêtre. Puis, de l'extérieur, quelqu'un frappa à la vitre. Hinaël se tendit. Mais c'était Evan Renub, chargé par le prince Bayanta de transmettre un message à la princesse.
La jeune fille le regarda avec surprise. Il faut noter que sa vie de famille avait débuté de manière très inhabituelle. Au même moment, dans la demeure du comte Cetera, un domestique lui apporta un message l'informant que le prince ne faisait pas partie de la délégation. La princesse Inaël est partie seule. Selon certaines sources, le prince se trouvait alors au domaine de Douaine. Le comte était intéressé par cette information. Apparemment, la rumeur selon laquelle le prince était parti la nuit précédente était vraie. Cette nouvelle rendit Filchater très heureux. Un sourire joyeux s'étira sur ses lèvres. Pour lui, c'était une très bonne chose. Après tout, cela signifiait qu'Inaël n'avait pas encore eu le temps de partager le lit du prince. Pendant ce temps, Evan expliquait à la princesse leur projet de la journée. Ils devaient partir tard dans la nuit. Selon l'adjudant, le prince avait déjà atteint la région frontalière de Douaine. La délégation devait également s'y arrêter pour la nuit. Au même moment, le prince demanda à présenter ses excuses à Inaël. Il devait partir subitement pour des affaires urgentes. En fait, l'homme s'est simplement évanoui d'épuisement après la cérémonie. Mais Evan ne pouvait pas en parler. La princesse comprit que le départ soudain de son mari n'était pas dû à la colère envers le grand prêtre. C'était une bonne nouvelle. Elle remercia Evan. Il ajouta qu'il devrait se rendre à Tricas en bateau. Il lui conseilla donc de ne pas trop manger pour éviter les nausées. Inaël essaya de se souvenir du conseil de l'adjudant et le remercia sincèrement. Après tout, Tricas en savait trop peu sur l'Empire. Pendant ce temps, la fidèle Théa entendait toute leur conversation. Elle se rendit compte que la raison du départ du prince n'était pas la colère. Inaël remarqua le regard satisfait de la dame d'honneur et lui demanda si elle se sentait mieux après cette nouvelle. Un peu plus tard, la délégation arriva au domaine de Douaine. La calèche s'arrêta sur la place devant le grand château. La princesse ouvrit la porte avec intérêt. La route l'avait fatiguée, mais la curiosité l'emporta. Evan lui tendit la main pour l'aider à sortir. Une file de serviteurs s'alignait devant les visiteurs. Tous se précipitaient pour accueillir les invités d'honneur. Le propriétaire du château, le vicomte Douane, s'avança. Il salua la princesse d'une révérence. Elle ne s'intéressait qu'à la présence du prince. La jeune fille le remercia pour son accueil chaleureux et demanda immédiatement où était le prince Tricassa. Elle avait hâte de le voir. Cependant, le vicomte avait l'intention de présenter de nombreux domestiques aux nouveaux arrivants. L'hôte s'efforça de faire preuve d'une courtoisie et d'une hospitalité maximale. Cependant, Evan l'arrêta gentiment, lui rappelant que tout le monde était fatigué. Le vicomte proposa alors de faire entrer les invités et d'organiser le dîner. En route vers le château, Inaël demanda à nouveau à Evan si le prince voulait bien se joindre à eux pour dîner. La jeune fille espérait que les affaires urgentes étaient déjà réglées. Cependant, Evan resta silencieux. Après avoir réfléchi un moment, il finit par se décider et dit qu'il voulait parler en privé. À l'intérieur, dans le couloir du fond, à la lueur des bougies, il annonça la mauvaise nouvelle. Selon l'homme, le prince avait été empoisonné. Inaël était horrifié, soupçonnant quelqu'un de Salar. Mais Evan répondit qu'il pouvait s'agir de personnes malveillantes venues de Tricas. Heureusement, le poison fut rapidement neutralisé, le prince étant ainsi hors de danger. Mais pour l'instant, il ne pouvait tenir compagnie à la princesse. Evan a également ajouté qu'il n'avait pas signalé l'incident, afin de ne pas compliquer les relations avec Salar. Ils ont donc évoqué l'échec de la cérémonie. Inaël s'inquiétait de l'état actuel du prince. Evan répondit qu'il avait encore besoin de repos. La princesse fit donc préparer une chambre à côté. La chose la plus importante qu'Evan demandait à la princesse était de garder le secret. Et rien ne pourrait la forcer à révéler ce secret. Inaël ne pensait plus qu'à l'état du prince. Elle espérait seulement qu'il était trop fort pour abandonner. Le soir, tandis qu'elle coiffait sa maîtresse, Théa demanda si la princesse avait vu son mari. Après tout, il n'était même pas descendu dîner. Inaël pensait que même à Théa, elle devrait tout cacher. Alors elle répondit que l'homme était trop occupé et avait dîné dans ses appartements. Théa était perplexe. Elle ne comprenait pas pourquoi les époux mangeaient séparément. Mais la princesse répondit qu'il était inutile de déranger le prince, puisqu'il était trop occupé. La demoiselle d'honneur réalisa alors que le couple dormirait séparément ce jour-là. C'était étrange et contraire à la tradition. Et Théa promit qu'elle dormirait dehors, devant la porte d'Inaël. Après tout, le prince pouvait encore venir la nuit. Elle était si déterminée que la princesse en rit. Elle répondit que le prince n'oserait même pas passer devant une dame d'honneur avec un tel visage. Malgré leur proximité, Inaël avait promis de ne parler à personne de l'empoisonnement. Cependant, avec la détermination de Théa, tout n'était pas si effrayant. La jeune fille se coucha en espérant des jours meilleurs. Elle croyait que dans cette vie, elle et Théa seraient heureuses dans le Nord. Sans s'en rendre compte,
Inaël s'endormit. Mais au bout d'un moment, elle se réveilla à cause du froid. Assise dans son lit, la fille essayait de deviner l'heure. Se frottant les yeux, elle appela doucement Théa. Et soudain, quelqu'un lui a tendu un chiffon sur la bouche avec force. Des mains puissantes l'ont saisie et l'ont soulevée dans les airs. Un homme masqué inconnu la portait sur son épaule, menaçant de lui trancher la gorge si elle criait. Inaël tourna la tête mais ne vit pas le ravisseur. Elle savait seulement qu'il avait habilement contourné les gardes et quitté rapidement le château. L'homme marchait vite et avec assurance. Il connaissait donc bien la région. Mais la jeune fille ne comprenait pas encore pourquoi elle avait été kidnappée, ni où on l'emmenait. Elle n'avait aucune intention de résister. Mais elle réalisa soudain que si le ravisseur s'enfonçait plus profondément dans la forêt, il risquait de ne pas la retrouver. Inaël décida qu'elle devait donner un signe, laisser un indice. Les mains liées, la jeune fille tira sur ses cheveux, arrachant le ruban. Pendant ce temps, le prince, dans ses appartements, commençait à peine à reprendre ses esprits. Ses yeux pouvaient contempler le monde avec lucidité, et sa conscience s'éclaircit. Il se leva et s'assit sur le grand lit. Evan, assis à côté de lui, fut heureux de voir que le monsieur s'était enfin réveillé. Gémissant, le prince prit le verre d'eau qu'Evan lui tendait. L'adjudant annonça qu'ils étaient à Duène. Puis le prince lui demanda combien de temps il avait dormi. C'était déjà le 2e jour. La veille, le reste de la délégation était arrivé à l'heure prévue. Ruth demanda alors ce qui était arrivé à la princesse. Evan s'empressa de rassurer la propriétaire. Elle allait bien. La petite fille était née sans encombre et le voyage s'était bien passé. Le prince secoua la tête en posant le verre sur la table. La présence d'une femme sans défense était un inconvénient supplémentaire. Ruth Bianta comprit qu'il allait désormais devoir s'occuper de celle qui n'était pas seulement leur compensation de guerre, mais aussi une simple femme. Soudain, des appels à l'aide retentirent derrière la porte. Quelqu'un courait dans le couloir. Un instant plus tard, une jeune fille entra dans la pièce. Evan remarqua que c'était la servante de la princesse et lui demanda ce qui s'était passé. Elle pleurait et ne pouvait même pas parler. Elle répétait simplement le nom de la princesse. Soudain, la jeune fille tomba à genoux. Et étouffée par les sanglots, elle hurla qu'Inaël avait disparu. Les hommes se figèrent, choqués par ces mots. Et Théa répétait sans cesse que la princesse avait disparu. Pendant ce temps, le château était déjà recouvert de neige. Evan revint et rapporta qu'il avait déjà demandé aux servantes de garder secrète la disparition de la princesse. Il était maintenant temps de décider s'il fallait envoyer une équipe de recherche. Après tout, un retard pourrait être désastreux pour tout le monde. Selon Evan, 30 chevaliers étaient présents au château pour garder la délégation. 10 d'entre eux pourraient être capturés. Mais après y avoir réfléchi, le prince secoua la tête. Se levant, il dit qu'il partirait seul. Cela choqua Evan, car le prince venait tout juste de reprendre ses esprits. Ruth répondit que si les chevaliers étaient aperçus, les rumeurs se répandraient. Il valait mieux qu'il y aille seul. Evan tenta de s'y opposer. Il dit que si le prince disparaissait, les soupçons s'élèveraient. Il fallait bien inventer une histoire. Par exemple, le prince a suggéré de dire que la princesse respecte les coutumes, et d'en arriver à l'idée que pendant la lune de miel, le mari vole sa femme. Evan trouvait l'idée douteuse et trop romantique. Il doutait que les gens y croient, et le prince remarqua avec un sourire qu'à Salar, il s'était déjà comporté de manière très inhabituelle, voire stupide, comme il sied à un amoureux. Alors, les gens le croiraient sans aucun doute. Il ordonna également à Evan de partir avec les autres, en direction de Tubon, à l'ouest. Ils devaient se retrouver à Haugvik dans 3 jours. Mais Evan doutait que le prince puisse retrouver et libérer la princesse en 3 jours. Ruth répondit fermement qu'il en serait ainsi. Après tout, il n'y avait que 2 personnes suspectées. L'une d'elles était le comte Phil Shatter, un fou, ou le demi-frère de Ruth, le 3e prince. Après tout, l'échec de la délégation et les conflits répétés ne profiteraient qu'à lui et à sa fière mère. Quoi qu'il en soit, tout retard pourrait être fatal à la princesse. Il fallait la retrouver tant que la jeune fille était encore en vie. Le prince ordonna à Evan de convoquer les membres de l'organisation. L'adjudant était prêt à écouter toutes les conversations. Bientôt, le prince chevauchait à travers une tempête de neige. Et il pensa que depuis la disparition de la bourse, tout était devenu étrange. Maintenant, comme toujours, toute la faute pouvait lui être imputée. Tout avait commencé dès l'enfance. Après la mort de sa mère, la nouvelle impératrice avait amené son fils. Le garçon était beaucoup plus âgé que Ruth, ce qui prouvait que l'empereur avait commencé à tromper sa mère alors qu'elle était encore en vie. L'empereur reconnut officiellement son fils aîné. Le demi-frère prit ainsi la place d'héritier du trône, succédant ainsi au prince. Mais même après cela, le frère aîné ne parvenait pas à se calmer.
Il tentait de s'approprier tout ce qui appartenait à Ruth, et il prit peu à peu sa place dans le cœur de son père. Depuis lors, Ruth était devenu un fardeau pour la famille, et on le considérait comme bon à rien, seulement pour les guerres et les effusions de sang. Seules ses compétences militaires empêchèrent l'empereur de chasser le prince, mais Ruth s'était déterminée à ne plus rien laisser lui être enlevé. Pendant ce temps, Inaël était assise sur son cheval, solidement attachée. Elle avait si froid qu'elle semblait sur le point de mourir de froid. La jeune fille devina qu'ils se dirigèrent vers le nord, vers Tricas. Il s'avéra que l'auteur du kidnapping était un membre de l'Empire. Elle se souvenait que, dans une vie antérieure, le prince Bianta avait combattu ses frères pour le trône. Ils auraient donc pu être à l'origine de l'enlèvement. Soudain, Inaël remarqua que le ravisseur tirait sur les rênes. Von bougea plusieurs fois les pieds et s'arrêta. L'homme de grande taille lui ordonna de descendre. Ce n'est qu'à ce moment-là que la jeune fille put voir son ravisseur. Il portait une cape noire et un masque. Cependant, les yeux au-dessus d'elle ne semblaient pas familiers à Inaël. Elle ne comprenait toujours rien. Le ravisseur attendit que la princesse descende de cheval et l'emmène. La jeune fille commença à demander où il l'emmenait. Et soudain, elle entendit une voix familière et dégoûtante. Il disait qu'il était heureux de revoir son Altesse. Inaël était stupéfaite. Elle se retourna et vit le comte Filchater s'approcher d'elle. Avec un sourire mauvais, il dit qu'il avait promis de la sauver. Inaël aurait sûrement préféré voir n'importe qui d'autre que lui. Les mots sur le sauvetage sonnaient comme une moquerie. Après tout, à ce moment-là, la jeune fille se tenait pieds nus dans la neige. Ses pieds étaient déjà rouges de froid. De plus, elle ne portait toujours que la fine chemise de nuit dans laquelle la princesse s'était couchée. Après tout, le ravisseur ne l'avait même pas recouverte d'une cape. L'homme lui-même avait des gants aux mains. Il tenait maintenant fermement la jeune fille par les épaules. La princesse tenta de se libérer, mais en vain. Son ravisseur tenait fermement les mains d'Inaël, et elles étaient liées si étroitement qu'elles étaient rouges et engourdies. Le comte prit alors ses mains liées et les porta à ses lèvres. Les embrassant, il dit d'un air suffisant que le prince n'avait pas encore atteint Inaël, ce qui signifiait qu'elle lui appartenait à nouveau. Et puis tout s'est mis en place dans la tête d'Inaël. C'était le même homme, les mêmes mots, le même endroit. Il se tenait sur le versant enneigé du mont Nuhol. C'était l'endroit même où le comte l'avait tué dans sa vie antérieure. Inaël se figea de peur. Des larmes coulèrent involontairement sur ses joues. La jeune fille, horrifiée, commença à comprendre pourquoi ce fou l'avait amenée ici. Le comte lui demanda de ne pas pleurer, afin que son visage ne soit pas abîmé par le vent. Après avoir calmé la jeune fille, il lui dit qu'il la libérerait. Mais Inaël ne put retenir ses sanglots. Elle ne comprenait pas pourquoi le destin était si cruel envers elle, la forçant à être à nouveau avec cet homme. Cette neige et cette montagne ne signifiaient qu'une chose. Elle allait mourir à nouveau. Mais cette fois, elle n'eut même pas la chance de sentir son enfant bouger. La tête baissée, la jeune fille pleurait son avenir inachevé, son enfant à naître et ses rêves inassouvis. Tout s'effondrait à nouveau. Contre toute attente, Inaël sursauta brusquement. Surprise, le comte essaya de lui tenir les mains, mais le bandage glissa. La princesse se retourna aussitôt et s'enfuit. Elle hurla de toutes ses forces, appelant à l'aide. Elle savait qu'elle devait courir le plus loin possible. Le comte avait déjà repris ses esprits. Il ordonna à l'homme au manteau noir d'attraper la fugitive, mais en aucun cas de la blesser. Il se mit à courir après elle, criant fort et exigeant qu'elle s'arrête. Mais Inaël fila comme une flèche tirée d'un arc. La jeune fille comprit que c'était sa dernière chance. Sa survie ne dépendait que d'elle. Et Inaël ne laisserait pas ce cauchemar se répéter. La princesse s'élança dans la neige, mais ses forces faiblissaient encore. Le poursuivant commença à rattraper la jeune fille. Ses doigts, gantés de noir, atteignaient presque sa main. Soudain, il la poussa de toutes ses forces sur l'épaule. Inaël perdit pied et s'envola dans la neige. Elle tomba, et son poursuivant lui tomba dessus. La fille hurla et se débattit, et il lui ordonna de se taire. Pendant ce temps, le comte Schetter accourut vers eux. Le scélérat semblait inquiet et répétait sans cesse le nom d'Inaël. La jeune fille résista farouchement, tentant de se libérer des mains de son ravisseur, vêtu d'une cape. Filchater lui cria d'arrêter, car il risquait de la blesser. Finalement, l'homme relâcha un peu son étreinte. Inaël pouvait enfin respirer normalement. Elle s'assit dans la neige et regarda les hommes avec haine. Le comte regarda sa robe légère et commença à retirer de ses épaules le long manteau brodé d'argent. Il sembla que ce n'était qu'à ce moment qu'il réalisa que la jeune fille était figée. Phil enroula la cape autour des épaules d'Inaël. Elle baissa la tête, épuisée, et le comte commença à lui demander avec sollicitude si tout allait bien.
La princesse ne répondit pas. L'inquiétude se lisait dans le regard du comte. Puis l'homme au manteau se tourna vers lui. Le ravisseur a décidé de lui rappeler l'argent promis. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un simple voyou, prêt à tout pour les pièces. Mais le comte ne semblait pas l'entendre. Il regarda avec anxiété la princesse assise à ses pieds. La jeune fille semblait épuisée. Soudain, Phil Shatter remarqua des bleus sur sa peau blanche. Toute sa poitrine était couverte de taches et de traces de doigts. Une lueur malicieuse illumina les yeux du comte. Entre ses dents, il murmura qu'il avait ordonné que la jeune fille soit capturée sans lui faire de mal. Le ravisseur commença à se justifier. L'homme s'excusa, mais la jeune fille, elle, résista. Le comte ne sembla pas l'entendre. Soudain, d'un mouvement rapide comme l'éclair, il sortit un poignard et le planta dans la poitrine du ravisseur. Quelques coups violents et le voyou au manteau gisait sans vie sur la neige ensanglantée. Inaël hurla d'horreur. Elle n'arrivait plus à reprendre ses esprits. Elle commença à s'étouffer, comme si elle avait soudainement perdu la voix. Et le comte lui caressa la tête, essayant de la calmer. Et il répéta qu'il n'avait pas le choix. Le fou a déclaré que le harceleur l'avait non seulement blessé, mais l'avait également regardé avec un regard trop audacieux et inapproprié. Pointant la neige ensanglantée de la main, le comte dit qu'il ne pouvait pardonner une telle chose. C'est pourquoi il ne laissait pas cet impudent marcher sur ses terres. Après cela, Inaël perdit connaissance. Elle ne se souvenait plus comment le comte l'avait mise sur un cheval et emmenée quelque part. La jeune fille se réveilla dans un petit château. Elle était assise sur un lit dans une pièce chaude, et le comte était agenouillé devant elle. Il y avait un bol d'eau chaude à côté de lui, et le comte lui-même lui lavait les pieds avec un gant de toilette. Il leva la tête et regarda Inaël avec bienveillance. Il remarqua gentiment qu'elle avait encore peur. Regardant autour d'elle, la jeune fille demanda où elle était. Elle n'était jamais venue à cet endroit auparavant. Le comte répondit que c'était sa demeure secrète. Personne n'en connaissait l'existence et ne pouvait donc la trouver. Ils n'étaient que tous les deux ici. Phil Shatter semblait trouver tout cela très romantique. Et Inaël pensait que cet homme était fou. La jeune fille essaya de rappeler au comte qu'il était déjà fiancé à la princesse Mie, et elle pourrait bien la prendre. Mais le comte s'en fichait complètement. Regardant la jeune fille d'un air carnassier, il ajouta qu'il était tout impatient, et qu'il attendait avec impatience leur première nuit de noces. Inaël lui rappela avec effroi qu'elle était l'épouse du prince de l'Empire. Mais le comte répondit qu'il ne donnerait pas la princesse à la bête du Nord. La jeune fille hurla que le mariage était un accord entre pays, et qu'il nuirait à Salar. Mais le comte rétorqua que l'Empire lui-même le voulait.